Au sommaire de ce journal, plus rien ne peut maintenant bloquer le déploiement du contingent des forces armées du Kenya. Le Parlement du pays de William Ruto vient de donner l'aval pour cette opération à l'est de la RDC dans le cadre de la force régionale de l'EAC. Et puis, le Zimbabwe veut produire plus de blé cette année 2022. Avec le 380 000 tonnes prévues, le pays veut assurer son indépendance sur le céréal. Bienvenue à cette session d'information qui commence par cette information. Le vice-premier ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, a annoncé la suspension du secrétaire général aux affaires sociales pour avoir procédé de manière irrégulière au recrutement d'une centaine de nouvelles unités. Selon lui, ces actes sont irresponsables et constituent un manquement grave au moment où le gouvernement travaille pour la maîtrise des effectifs et de la masse salariale. Suivez-le dans cet extrait choisi par Voldy Kengi. Les éléments factuels en ma possession font état d'un mouvement de recrutement massif au sein de nos administrations et services publics à la suite de la première vague de mise à la retraite. Ces actes interviennent alors que le gouvernement est en train de se battre pour essayer de relever les défis de la maîtrise des effectifs et de la masse salariale qui va avec, de la rationalisation des recrutements, de la retraite et d'un rajeunissement voulu par les présidents de la République, qualitatif et compétitif. Ces actes sont pour moi des actes irresponsables qui constituent des manquements graves. Les cas les plus flagrants est certainement celui du secrétaire général aux affaires sociales qui a procédé il y a quelques jours au recrutement d'une centaine de nouvelles unités. Ces actes et ces comportements ne me laissent d'autre choix que celui de sanctionner. En conséquence, il y a quelques heures, j'ai procédé à l'ouverture d'une série d'actions disciplinaires à l'endroit de tous ceux des responsables qui sont ciblés et concernés. Le secrétaire général du ministère des Affaires sociales est concerné au premier chef et se verra notifié dans les heures qui suivent sa suspension et une enquête sera immédiatement ouverte. La commission des disciplines va siéger pour examiner et entendre les concernés. À l'issue de ces enquêtes et de ces auditions, si monsieur le secrétaire général et d'autres qui sont concernés n'arrivent pas à apporter des arguments satisfaisants, ils se verront affliger la sanction la plus lourde prévue par la loi, à l'occurrence la révocation. À compter de ces jours, il est fait interdiction à tout responsable d'administration ou de service public de procéder à des recrutements au mépris de dispositions. On va quitter l'administration publique pour parler maintenant sécurité. Comme je l'ai dit dans le sommaire, après un débat sans phare, le Parlement kenyan a approuvé l'envoi des troupes kenyanes en RDC. L'organe délibérant de ce pays d'Afrique de l'Est fournit également les détails financiers de l'opération. Le déploiement du contingent du Kenya coûterait un peu plus de 32 millions de dollars américains en 6 mois. Les détails avec Patrick Ilunga. Le Kenya va dépenser autour de 4 milliards de shillings, soit l'équivalent d'un peu plus de 32 millions de dollars américains, pour maintenir ses troupes en République démocratique du Congo au cours de 6 prochains mois. C'est ce qui a été dit au cours d'un débat au Parlement kényan le mercredi. L'Assemblée nationale a approuvé hier la demande de l'exécutif d'envoyer les soldats à la force régionale de la communauté d'Afrique de l'Est en RDC, alors que les députés ont soulevé des questions liées à des défis économiques et sécuritaires auxquels le Kenya est confronté. Certains élus se sont opposés au déploiement de leurs troupes, arguant que le Kenya est actuellement confronté à des défis liés à la sécheresse prolongée qui l'affecte, ainsi qu'aux problèmes de sécurité locale. Le député Nelson Koch, qui préside la commission de la défense, du renseignement et des relations étrangères de l'Assemblée nationale, a déclaré que le déploiement des troupes kenyanes au sein de la force régionale est aligné stratégiquement sur les intérêts nationaux du Kenya. Il est également à noter que le Kenya sera en mesure de protéger ses intérêts vitaux
y compris les entreprises kenyanes comme les banques opérant en RDC, les nombreux hommes d'affaires kenyans en RDC, le commerce bilatéral avec le Congo et l'utilisation du port de Mombasa par le Congo, entre autres. Fin de citation. Il est toutefois envisagé d'obtenir un financement international pour l'opération. Les dépenses pour l'armée kenyane en RDC iront principalement à l'équipement, aux opérations et au paiement des indemnités de soldats. Nous allons rester un tout petit peu dans le domaine de sécurité. Existe-t-il un embargo sur l'achat d'armes contre la RDC? La résolution 1807 de 2008 donne-t-elle la liberté au Congo-Kinshasa d'acheter toutes sortes d'armes, munitions et autres équipements militaires pour la défense de son territoire? Réponse avec Michel Xavier Biang, chef de la délégation du Conseil de sécurité des Nations Unies, à l'issue d'une audience que le président du Sénat, Bahati Lukwebo, lui a accordée ce mercredi. Suivez. Existe-t-il un embargo sur les armes pour la République démocratique du Congo? La résolution 1807 de 2008 donne-t-elle la liberté à la RDC d'acheter toutes sortes d'armes, munitions, avions, hélicoptères et autres équipements militaires pour la défense de son territoire? Réponse avec M. Michel Xavier Biang, chef de la délégation du Conseil de sécurité des Nations Unies, à l'issue de l'audience que le speaker du Sénat, l'honorable Modeste Bahati Lukwebo, lui a accordé le mercredi 9 novembre 2022. Cet embargo concerne exclusivement les groupes armés. En ce qui concerne le gouvernement de la RDC, il n'est pas concerné par l'embargo sur les armes, et juste assorti d'une obligation de notification qui d'ailleurs ne concerne pas le gouvernement mais concerne les partenaires avec lesquels la RDC peut travailler. Qu'en est-il de l'objectif de la mission du Conseil de sécurité à Kinshasa au moment où l'armée congolaise monte en puissance sur le terrain des opérations? L'objectif de notre mission est clair. Nous sommes sur le terrain pour avoir toutes les informations relatives à l'interdiction qui frappe les groupes armés concernant les armes, concernant les munitions, concernant le recrutement des combattants. Nous sommes là pour prendre toutes les informations concernant les questions d'abus sexuels, et nous allons rencontrer l'ensemble des partenaires. Ce qui est important pour nous, c'est d'avoir des informations actualisées et les mettre à la disposition du Conseil de sécurité et tous les autres agences compétentes des Nations Unies pour que en temps voulu, n'est-ce pas, que les décisions puissent être prises de façon éclairée en connaissant exactement ce qui se passe sur le terrain. Il s'y est de noter que l'hôte du gouvernement congolais, Michel Xavier Biang, est également représentant permanent de la République du Gabon auprès des Nations Unies. Autre chose à présent, c'est dans le cadre de la mise en œuvre de la réforme de la justice prônée par le chef de l'État Félix Tshisekedi que le Conseil supérieur de la magistrature et le BSECO ont signé un protocole d'accord pour la construction des tribunaux de paix et les cours d'appel dans tous les pays. Le document a été signé par les responsables de ces deux partis. Gisèle Malamba et Orman Monsanto étaient là pour le compte de Géopolis Télévision. Le Bureau central de coordination vole au secours du Conseil supérieur de la magistrature pour la construction des bâtiments devant abriter les tribunaux de paix et les cours d'appel à travers la République. C'est ce qui justifie la signature d'un protocole d'accord entre ces deux institutions ce 9 novembre 2022 dans les locaux des hommes de la loi. Avec le recrutement des 5000 nouvelles unités qui seront affectées dans tout le pays, le Conseil supérieur de la magistrature se dote non seulement des bâtiments pour permettre aux magistrats de travailler dans les meilleures conditions, mais également avoir des logements décents. Ce qui augure une nouvelle ère à la magistrature, s'est réjoui le secrétaire permanent de cette institution. Ce sont des impressions de joie dès lors que le chef de l'État a impulsé le recrutement de 5000 magistrats qui seront affectés sur l'ensemble du territoire national. On va les loger où? Ce n'est pas seulement les cours d'appel qui seront construites, ce n'est pas seulement les tribunaux de paix, mais aussi les maisons des magistrats. Donc là où il y aura une cour d'appel, il y aura 10 maisons pour les magistrats. Donc chaque cour d'appel sera accompagné par des maisons de magistrats.
Les BCECO, qui intervient une fois de plus comme maître d'ouvrage, comptent se mettre vite au travail, surtout que les sites de construction de ces ouvrages sont déjà identifiés. Dès la semaine prochaine, nous pourrons déjà commencer à lancer les dossiers comme nous connaissons déjà les sites. Ça aussi l'avantage. Ce protocole d'accord qui vise à rapprocher la justice du justiciable est une mise en œuvre de la réforme de la justice prônée par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Est-ce un malentendu? Le recteur de l'université de Kinshasa a, dans un communiqué publié, décidé de la reprise des activités académiques pour l'année 2021-2022 à l'issue d'une réunion tenue avec le comité de gestion de cette institution. Cette décision ne peut peut-être pas être appliquée parce que la Pukine qui a décrété la grève dit la maintenir. Blessed Kuzola. Le comité de gestion de l'université de Kinshasa a décidé mercredi dernier de la reprise des activités académiques de l'année 2021-2022. Conformément aux instructions académiques de la tutelle, le comité de gestion, après une réunion extraordinaire avec le collège de doyens élargi aux vice-doyens, décide de la reprise des enseignements à l'université de Kinshasa, a déclaré le recteur de l'UNIKIN, le professeur Jean-Marie Kayembe Toumba, à l'issue de cette réunion. Il a rappelé la communauté universitaire à faire preuve de cohésion et de faire montre à un sens élevé de patriotisme en cette période où la partie est de la RDC est sous agression étrangère. Le recteur Jean-Marie Kayembe a souligné le besoin de rouvrir le port de l'université afin de sauver l'année académique en cours, signalant que le professeur de l'UNIKIN ont observé depuis septembre 2022 la grève déclenchée par l'association de professeurs de l'université de Kinshasa, la Pukine, depuis le mois de septembre dernier pour pousser le gouvernement à reprendre leurs revendications sociales. Cette association serait contre cette décision prise par le comité de gestion jusqu'à l'heure actuelle. Voilà, c'était l'information sur l'université de Kinshasa. On va rester dans la capitale pour parler de la poursuite de l'opération de l'électrification des grandes artères de la capitale congolaise. La route bypass vient d'être éclairée dans son tronçon allant de l'échangeur de limité à rond-point Ngaba sous l'initiative de l'exécutif provincial. L'idéal est d'éclairer toutes les artères de la ville pour diminuer les accidents nocturnes et l'insécurité qui règnent dans la ville de Kinshasa. Enokisei. Après l'électrification des avenues de Willery, le boulevard Lumumba, ainsi que les boulevards du 30 juin, pour ne citer que celle-là, c'est à présent au tour de l'avenue Bypass dans la commune de Lemba d'être électrifiée. C'est ce mercredi dans la soirée que l'autorité urbaine a inauguré ces lampadaires, une première dans l'histoire depuis la construction de cette artère, à la grande satisfaction des usagers et riverains de ces tronçons qui peuvent tant soit peu pallier à l'insécurité et diminuer le risque des accidents répétitifs sur ces tronçons, très souvent liés au manque d'éclairage. Selon l'autorité urbaine, ceci permettra à la population de circuler dans toute quiétude et exercer des activités économiques nocturnes. Bon, ici, nous venons de lancer l'éclairage public sur l'avenue Bypass, sur son tronçon compris entre l'échangeur et le rond-point Ngaba. Et à partir de la semaine prochaine, on va continuer maintenant de rond-point Ngaba jusqu'à Ozone. Ici, sur le tronçon compris entre l'échangeur de Limité et rond-point Ngaba, il n'y avait pas de poteaux, il n'y avait pas de lumière non plus. Nous avons acheté des poteaux, nous avons mis des lumières, donc des lampes qui sont d'ailleurs des LED pour éclairer la ville dans sa partie, donc la partie nord. La poursuite de cette opération interviendra la semaine prochaine pour les tronçons allant de rond-point Ngaba à Mongafula, a dit le gouverneur. On va parler d'autres provinces dans ce journal. En prospection économique dans la province du Haut-Katanga, l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire a été reçu dans le cadre de renforcement de coopération entre Kinshasa et Yamoussoukro par le gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Kaboula. C'était dans une série d'audiences que le chef de l'exécutif provincial a accordé. Suivez ce reportage. Pour sa première mission officielle dans le Haut-Katanga, 11 mois après son affectation en terre congolaise, le diplomate ivoirien a abordé avec le gouverneur Jacques Kaboula Katoué plusieurs questions d'intérêt commun
entre la Côte d'Ivoire et la République démocratique du Congo à travers le Haut-Katanga. Occasion pour Silas Adjemech d'échanger avec le chef de l'exécutif provincial sur différents enjeux et ainsi comprendre les défis auxquels fait face la province, notamment dans le domaine économique et agricole. Après 11 mois de présence donc en terre congolaise, il m'est apparu nécessaire de faire une visite dans le cadre de la prospection économique au niveau du Haut-Katanga. Et il était tout à fait indiqué que je passe présenter mes civilités à son Excellence Monsieur le Gouverneur, mon cher frère Jacques Kaboula Katoué, avec lequel j'ai eu des échanges fructueux dans le cadre du renforcement de la coopération entre la Côte d'Ivoire et la République démocratique du Congo. Par la suite, le gouverneur de province Jacques Kaboula Katoué a eu un entretien avec la directrice générale adjointe des lignes maritimes congolaises, Gisèle Boissiem Byong, accompagnée de son directeur provincial, est venue solliciter l'implication du gouverneur de province dans l'applicabilité du paiement de la taxe sur l'importation du bois. La taxation sur les bois, parce que jusque-là, c'est une prérogative qui nous revient, mais qui n'est pas encore d'applicabilité. Alors nous sommes venus, si le gouverneur peut s'impliquer. Après Lubumbashi, la DGA des lignes maritimes congolaises se rendra tour à tour à Kanyaka. On va parler sport. Le TP Mazembe, le Saint-Éloi Lupopo et le DCMP se qualifient pour la phase des groupes de Coupe de la Confédération de la CAF et rejoignent 20 clubs déjà qualifiés pour la Ligue des Champions. Pour la première fois, la RDC alignera 4 clubs aux interclubs de la CAF. Blessed Kuzola. Le tout-puissant Mazembe Anglebert, l'UFC Saint-Éloi Lupopo et les Daring Club Motema Pembe ont rejoint mercredi l'SV Club, tous les RDC, en phase de poule de 2 compétitions interclubs de la Confédération africaine de football, CAF, une première pour la nation congolaise, dont le tirage au sort aura lieu dans une semaine, soit le mercredi 16 novembre au Caire en Égypte. Le TP Mazembe a validé son ticket en allant battre Royal AMFC 1-0 au Moses Mabida Stadium à Durban en match retour de 16e de finale bis. Adam Bossou à la 43e minute a ouvert le score sur une balle en profondeur de Kevin Mondeko dans le rond central, mais qui va réussir à prendre des vitesses le 2 défenseurs sud-africains jusqu'à battre les gardiens. C'est le score à la mi-temps. À la reprise, les Corbeaux vont bien gérer le match, passant même à côté d'un deuxième but à l'instar de cette belle frappe lointaine de Serge Moukoko à la 56e minute sur une passe de Joël Béa. Pour la suite, toutes les tentatives de Royal AMFC de marquer ne fût-ce qu'un but devant son public sont restées vaines. Score final 1-0. Au match aller, il y a une semaine à Lubumbashi, Mazembe s'était imposé par un score net de 2-0. Ainsi, Miayo Pamphile et ses poulains se qualifient avec un score cumulé de 3-0. Par ailleurs, il y a lieu de noter que le joueur de Mazembe se sont plaints du vol de leur téléphone et autres biens de valeur dont le passeport au vestiaire pendant la première mi-temps. Pour sa part, le Daring Club Motema Pembe a éliminé Flambeau du Centre FC du Burundi 2-1 au stade de Martyrs de la Pentecôte à Kinshasa. Un très bon match pour les Immaculés qui n'ont pas beaucoup attendu pour ouvrir le score par l'entremise de Bofafaka. Le Burundais vont égaliser sur penalty avant que l'arbitre algérien renvoie les deux équipes au vestiaire. À la reprise, le Daring Club Motema Pembe revient avec une autre dimension de motivation et porte de sérieux dangers dans les camps adverses, obligeant le Burundais de concéder eux aussi un penalty. Piano Monzizi s'est chargé et marque à contre-pied parfait. Et le match se termine sur ce score de 2-1. Avec le 2-0 du match aller, Motema Pembe se qualifie avec un score cumulé de 4-1. Enfin, l'FC Saint-Éloi Lupopo s'est qualifié aussi pour la phase de poule de la Coupe de Confédération en battant l'équipe du Real Club Kadiogo du Burkina Faso au stade de Martyrs ce mercredi sur la note de 1-0, même score enregistré au match aller il y a une semaine passée. Le Wandani s'est qualifié pour la première fois en 16 ans dans cette compétition. Ici est de signaler que, hormis Lupopo, DCMP, Mazembe, 20 clubs s'étaient également qualifiés pour la Ligue des Champions, portant le total de clubs congolais à 4 dans ces interclubs la CAF, une première pour la République démocratique du Congo. Voilà, après cette information sportive, nous allons parler maintenant de l'actualité au-delà de nos frontières.
Le Zimbabwe sera autosuffisant en blé d'ici la fin de l'année 2022. Le gouvernement prévoit une récolte de 380 000 tonnes de blé. Le pays d'Emerson Mnangagwa tente de se remettre de 2 décennies d'insécurité alimentaire induite par les 2 décennies d'insécurité alimentaire induites par des fréquentes sécheresses et des contraintes économiques liées aux sanctions occidentales imposées depuis 2023. Edouard Funda. Zimbabwe annonce qu'il sera autosuffisant en blé d'ici fin 2022. Le gouvernement zimbabwéen prévoit une récolte de 380 000 tonnes de blé, soit 20 000 tonnes de plus que les besoins nationaux de cette denrée céréalière. Confronté à la hausse du prix des aliments depuis mars 2022, le Zimbabwe a décidé de développer le potentiel agricole local pour augmenter ses réserves nationales qui devraient atteindre 13 mois d'approvisionnement en blé dès la fin de cette année. La hausse de la production de blé au Zimbabwe est le résultat de la mise en œuvre du partenariat public-privé impulsé par le gouvernement. Cette initiative a permis d'augmenter la surface cultivée passée de 66 000 hectares en 2021 à 79 000 hectares en 2022. Parallèlement, l'exécutif zimbabwéen impose au secteur privé d'acheter 40% du blé sur les marchés locaux, un pourcentage qui pourrait passer de 60% en 2023. En 2020, le pays a lancé la stratégie de transformation du système agricole et alimentaire pour accélérer la production et la croissance agricole. Le Zimbabwe, ancien grenier à blé d'Afrique australe, tente de se relever de 2 décennies d'insécurité alimentaire induite par de fréquents épisodes de sécheresse et des contraintes économiques liées à des sanctions occidentales imposées depuis 2003. Enfin, la délégation de l'Union européenne et le Programme alimentaire mondial ont conjointement présenté le livre de recettes pro-manioc à travers une compétition culinaire des élèves en classe de terminale du lycée d'enseignement professionnel agricole Amical Cabral. Objectif, valoriser les métiers de l'agroalimentaire et sensibiliser les jeunes au potentiel d'affaires de ce secteur. Une fois de plus, Edouard Funda pour les détails. L'équipe de Wolf, constituée des élèves en terminale du lycée d'enseignement professionnel agricole Amilcar Célébral à Brazzaville, au Congo, a remporté le premier prix du challenge culinaire organisé à l'occasion de la présentation du livre des recettes pro manioc. Ces derniers ont réalisé en 2 heures la meilleure entrée, le meilleur plat et le meilleur dessert avec aliments de base du manioc transformé. 3 autres équipes constituées de 4 élèves et d'un encadreur chacune ont compéti sans véritable enjeu que celui de sensibiliser le grand public sur la qualité et la diversité des mets à base de manioc. La réalisation du livre des recettes intervient dans le cadre du projet Pro Manioc, programme de renforcement de la chaîne des valeurs artisanales du manioc, financé à hauteur de 1,5 million d'euros par l'Union européenne. Démarré en 2020, le projet Pro Manioc est une réponse aux questions de résilience alimentaire dans un pays possédant un fort potentiel agricole pour couvrir ses besoins alimentaires mais dont les surfaces cultivables sont sous-exploitées. Son objectif est d'améliorer la chaîne de transformation du manioc en produits dérivés tels que la tiéké, les garis, l'amidon ou la farine de manioc. Voilà, ce journal est terminé, mais avant de nous quitter, place au rappel des titres. On a bloqué le déploiement d'un contingent des forces armées du Kenya. Le Parlement du pays de William Ruto vient de donner l'aval pour cette opération à l'est de la RDC dans le cadre de la force régionale de l'EAC. Et puis le Zimbabwe veut produire plus de blé cette année 2022 avec les 380 000 tonnes prévues. Le pays veut assurer son indépendance sur le céréal. Et merci de l'avoir suivi. Restez branchés sur les programmes de Géopolis Télévision.